Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre balado. Le contenu n'est pas destiné à un jeune public. Parce que c'est sûr, tu vas entendre des mots vraiment pas gentils. Le bout, tu t'insinues qu'elle a des rapports intimes avec un éducateur. Oreille chaste, s'abstenir. Moment présent tout le monde et bienvenue à Frisson sur le pod, un dérivé de Terreur sur le pod. Je suis votre animateur Elsa Prince et aujourd'hui on a un épisode spécial dramatisation et je suis en compagnie de Stéphanie Paquette, notre collaboratrice. Allô Bruno, merci de me recevoir encore. Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré ensemble. Effectivement, on a pris un break. Scream 2, ouais, on avait besoin. On était en pause. Ouais. Mais là, on revient en force parce qu'on va en faire 2 semaines. On va en faire deux enregistrements, 2 semaines de suite. Oui. Parce qu'on va faire la délinquante aujourd'hui. Oui. Mais l'histoire est quand même assez courte, puis il y a juste 2 personnages dedans, donc on voulait pas comme impliquer plein de monde puis faire la grosse affaire. On a gardé ça intime. Ouais, intime comme la délinquante avec Timothée. Non, elle n'est pas intime avec. Hein? Non. Mon Dieu! Okay. Ben, je m'invente des affaires, hein, des fois avec les frissons. Moi, c'est ça, là, quand je suis en train de lire Journal intime qu'on va faire en surtout finale. En plus. Comme clairement, elle est un peu au centre jeunesse, dans le fond, là, quand on y pense. On va couper cette partie-là, on va enlever le malaise. Le bout, tu t'insinues qu'elle a des rapports intimes avec un éducateur. Oh, l'éducateur Timothée. Ben justement, on fait une intro par rapport à Timothée parce qu'il y a des termes dans cette histoire-là, la délinquante, qui aujourd'hui ne sont plus considérés acceptables. Puis avant l'épisode, tu m'en parlais justement parce que tu me disais que tu en avais discuté avec quelqu'un. Puis, tu sais, moi, je savais pas du tout. Fait que je me dis, si moi, je savais pas, je figure qu'il y a beaucoup de monde qui doivent pas savoir que ces mots-là ne s'utilisent pas aujourd'hui. Donc là, on va les dire dans l'intro, mais dans l'histoire, ce sera changé. Donc ceux qui les suivront avec le livre vont faire « Ah, c'est ça le mot changé. » Exactement. Mais Stéphanie, quels sont ces mots? Ben, en fait, c'est un seul mot. C'est que dans le livre, quand on décrit Timothée, qui est un homme de descendance afro-américaine, ben, dans le fond, on utilise dans le livre le mot crépus pour décrire ses cheveux. Et moi, quand je l'ai lu, j'ai eu un petit malaise. Puis je me suis dit, ben, si moi j'ai un petit malaise, faudrait peut-être que j'en parle avec quelqu'un que ça le concerne, parce que moi, hein, grande blanche privilégiaire, là, fait que j'ai tes cheveux ne sont pas crépus. Tu peux pas dire ce mot-là sans rouler tes airs, on dirait. Mais crépus. c'est ça vient. C'est pour ça que ça dérange ce mot-là, parce que, tu sais, quand on dit crépus, tu le fais avec le air qui roule, puis ça a vraiment une connotation négative. On pense à un cheveu qui va être dru, qui va être sec, qui va être laid. Puis c'est vraiment un mot qui est associé aux cheveux des personnes de descendance afro-américaine, puis c'est vraiment péjoratif, puis ça rend pas confortable, puis eux, ils aiment pas ça, qu'on utilise ce mot-là pour parler de leurs cheveux. Puis là, que j'en entende pas un dire « un peu plus rien », si ça rend des gens malheureux, on peut-tu trouver un autre mot? Merci. Ouais, ben c'est ça, c'était pas bien dur, puis on s'est éduqués en même temps. Hein? C'est ça l'affaire, tu sais, fait que on va la faire, nous, l'effort sur Frisson sur le pod. C'est ça. Je suis sûr qu'il va y avoir plein d'autres mots là-dedans de toute façon. Puis il y a un autre mot qu'on parlait justement que tu m'as appris juste avant, mulâtre. Je savais pas que c'était un mot péjoratif. Attendez de savoir ce que ça veut dire. T'es écœurant. Ben oui, on retourne dans le temps, là. Écoutez, sous toute réserve. Après ça, je suis pas une reine en histoire. Mais là, en plus, on est le 1er mars. On vient de terminer le mois de février qui était le mois de l'histoire des Noirs. Alors, pourquoi pas en profiter pour faire un peu de pushing là-dessus. Le mot mulâtre, c'est un mot qui est une grosse connotation négative. Ça fait rapport à un enfant qui serait un bâtard, qui serait une espèce de mix entre une mule et un âne. Et c'était vraiment pour désigner un enfant qui naissait d'un parent noir et d'un parent blanc et que ça faisait un enfant en mix. Et on utilisait le mot mulâtre qu'on ne doit plus utiliser
Au même titre que des mots comme amérindien, indien, on ne doit plus utiliser ces mots-là. On l'a assez dit, mais là, je pense que ça, on le sait pour les peuples mais des attends, Premières on peut Nations. plus dire indien? Ah, indien pour les Premières Nations. OK, ben je oui, comprends. ben oui, mais dans les le gens sens- qui viennent de l'Inde, on peut dire indien, là. Ben oui, parce que OK. c'est eux les seuls et uniques Indiens. Puis d'appeler des personnes, des peuples de Première Nation indiens, c'est de rappeler que quand les colons français, espagnols, anglais sont arrivés ici, ils se sont pas posé la question où est-ce qu'ils étaient. Ils ont dit ça, c'est des Indiens parce qu'on est en Inde. Mais ça fait référence à toute cette histoire-là de colonialisme, puis d'esclavagisme, puis de génocide, parce que c'est ça qu'on a fait avec les peuples des Premières Nations. Donc, c'est plus les mots qu'on doit utiliser quand on parle des peuples Premières Nations, indiens, amérindiens. Il y en a plein d'autres, là, mais je veux dire, j'ai pas besoin de dire qu'on dit plus sauvage. Je peux pas croire que quelqu'un utilisera encore ce mot-là. Oh my God, ils disaient ça d'un filles de Calais. Mais c'est ça, là. Là, on recule, là. Mais au même titre, quelqu'un pourrait dire, ben là, amérindien, c'est pas méchant. L'intention est peut-être pas d'être méchante, mais c'est dérangeant parce que ça fait référence à une période de l'histoire où on a commis des actes terribles. C'est vraiment leur manquer de respect. Mais en plus de ça, c'est plus loin que ça. C'est que si ça blesse quelqu'un, Exactement. puis qu'on peut se forcer à dire le vrai terme. Exactement. T'sais. Mais tu sais, l'important, c'est de pas se taper sur la tête, nous autres qui n'avons pas nécessairement commis les mauvais actes, mais d'apprendre des mauvais actes qui ont été faits, puis d'aller de l'avant de la bonne façon. C'est Exactement. ça le... Exactement. Puis après ça, il y a toujours, est-ce que l'intention était de blesser? Est-ce que l'intention était de sciemment faire de la peine à quelqu'un? Admettons qu'on avait passé tout droit sur l'histoire pour qu'on avait utilisé le mot crépus. Bien entendu que notre intention n'était pas de blesser, mais j'aurais aimé ça que quelqu'un nous le dise dans les commentaires. Hey, ça aurait été mieux de pas le dire. Puis, tu sais, faut le dire quand quelqu'un utilise un mot qui nous fait de la peine, là. Puis, tu sais, au-delà de faire de la peine, c'est un manque de respect, là. Vraiment, là. Quand tu connais le background du mot mulâtre, là, t'oserais plus jamais l'utiliser, là. Ben non, vraiment pas. Là. Non, écoute, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Comme je te disais en pré-enregistrement, moi, j'ai grandi pensant que le mot patof était un prénom. Puis je l'ai su très, 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 très tard. Puis tu sais, très tard à un point que je me sens presque niaiseux, imbécile d'avoir pensé aussi longtemps que c'était un prénom, mais c'est parce que c'était le surnom que dans la famille, on donnait à ma cousine. Puis quand j'ai su qu'est-ce que ça voulait dire, hey, ça m'a frappé d'en face que j'ai fait « Holy shit! » J'ai appelé cette femme-là Patof toute ma vie, pensant que c'était son prénom. Faut être cave, mais quand tu le sais pas... Oui, mais là, c'est pas toi le problème. Là, c'est les gens qui ont imposé ce surnom-là. Là. Je suis d'accord, mais en même temps, c'est de la faute c'est de la faute à tout le monde d'avoir laissé ça arriver, d'avoir pu donner un surnom aussi dégradant que ça, tu sais, comme parce que c'est pas un mot gentil. Pour moi, Patof, c'est comme un nom de gros clown, lettre. Ah ouais, Patof le clown. Ben parlant de Patof le clown, les frissons qu'on a lus à date, c'était... Oui! Ce qui était censé être notre intro. On s'est débarrassé du malaise. Oui, puis là, c'est on revient au grosse fruit. intro sur le racisme systémique. Là, Ah, c'est bien ça, le monde est sort. comme, ben voyons donc, je suis sur Radio-Canada, moi. Oui, exactement. C'est ça, on est en train de Radio-Canada, discuter. .ca. C'est Stéphanie, Radio-Canada. Mais comme je t'ai dit en intro, après t'avoir dit que j'étais pas à l'aise avec le mot crépus, j'ai rapidement enchaîné sur ma trouvaille Friperie Renaissance Hochelaga sur Boulevard Pineuf en fin de semaine. J'ai trouvé, je dis j'ai trouvé parce que comme je te disais, mon chum a été d'aucune utilité en disant je les ai toutes regardées, il n'y en a pas de frissons. 3 secondes après, j'en trouve un. Hein? À côté de sa tête. Merci, oui, c'est ça. Il avait la main dessus, puis il le voyait pas. Il le cachait avec sa main. J'ai trouvé Parfum de venin numéro 27. Une odeur douce, mais diabolique. Et je suis persuadée qu'on parle de Neige de Lise Boissier. Ah, tu penses-tu? Ben, Ça fait que dans le fond, c'est Parfum de venin. ouais. Parfum de venin. Mais j'imagine, tu sais, là, les gros parfums qui sentent très musqués, là, très sucrés, là, tu sais, très poudrés, là. Que, Ah, oui. Tu sais, qu'on appelle un parfum de ma tante. Oui, exactement. Ben, c'est exactement ça que je trouve que le parfum de venin doit sentir. Moi, il y a une crème que je cherche chez quoi, je sais pas c'est quoi,
Puis je dis tout le temps que ça sent le chair de poule. Ben, voyons parce donc. que la madame qui m'avait vendu le chair de poule numéro 7 dans une tabagie, elle sentait ça, puis cette odeur-là m'est toujours restée. Puis à Elle sentait chaque quoi? fois, ça sent bon. Mais ça sent bon parce que je relie ça au chair de poule, mais tu sais, c'est ça. C'est qu'à chaque fois, je sens ça. Faudrait que. Mais c'est une crème. Je sais que c'est une crème, mais je me rappelle plus c'est quoi le nom. OK. Ouais, OK. fait que si je la trouve, je te le dirai. Mais là, fait que Parfum de venin, c'est un qu'on va faire pour notre saison 2. Mais là, on en a lu quand même pas pire. On a lu ensemble Vague de peur, on a lu Obsession. Qui ne verra jamais le jour? Ben oui, va voir le jour. Ah ouais. Hey, ça, là, je me fais rentrer dedans avec ça pour Frisson parce qu'on enregistre tellement d'avance, mais ça, c'est long lire ces livres-là, puis d'en faire des résumés, puis tout, là, j'ai besoin de prendre, le temps. Là, Non, mais... c'est ça, ça fait longtemps, mais puis je me rappelle, l'enregistrement avait été difficile, mon Oui. Internet était... Je pense qu'en 2002, j'avais une meilleure connexion que ce soir-là. avec Awel. là. Tabarnak! C'est ça sonnait avec un dial-up. là, tu sais. Ouais, c'est ça, là. Quand ça prenait la ligne, maman était comme... Lâchez MSN, faut que j'appelle ma soeur. ou appelez-vous à la place. Ouais, exactement. Ça va plus vite. Voyez-vous, vous voyez de la Oh, journée à God. l'école. En tout cas, fait que, C'était pas assez. Obsession, ça a été difficile, puis on a fait Rêve fatal aussi après avec J'ai Evelyne. tellement hâte d'arriver à l'édition de ce livre-là. Ça va être tellement drôle. Parce On qu'on a en ri a ce ri soir-là. une maudite shot. God, hey, ça. Puis en plus, hier, j'ai enregistré avec Félicia Oui. de Cinérum. 2 semaines avant, j'ai enregistré avec Steven parce que j'ai fait la duologie La Rouquine, Retour de Bob, OK. qui sont 2 frissons parce qu'en anglais, c'est The Girlfriend, The Boyfriend. Puis c'était comme un package deal là, dans leur vente en anglais. Puis c'est que ça va être un petit peu mon spécial couple pour la saison 2 que OK. je vais faire. Comme que je sais pas si je garde ça pour la Saint-Valentin ou quoi. Mais il y a des beaux projets là, qui s'en viennent, le Frisson sur le pod. On en a 94 livres, plus des super frissons qu'on va faire ensemble d'ailleurs. On va faire le numéro 1 en Oui. 3 tomes pour la finale de saison de Frissons sur le pod. T'as-tu commencé, Journal intime? J'ai pas commencé Journal intime, je l'avoue. T'as pas lu en arrière du 2 puis du 3, là? Non, je les ai cachés OK. le 2 puis le 3. Je garde juste C'est le bon. 1 sur ma table pour même pas... parce que je veux même pas que le résumé me parle d'un personnage que je sais pas qui existe à cause que j'ai pas lu le 1. Fait que non, j'ai caché ça. Ben oui, non, ben tu fais bien parce que moi, tu vois, quand ils ont sorti, ils traduisent le résumé qui est en arrière du livre original de Secret Diaries. Mais l'affaire, c'est que dans le résumé du 2e, on a le punch du premier. C'est ce que je me Fait disais. que ça Pour que j'ai rend pas le touché. premier complètement... Ben, je dirais pas que ça le rend obsolète, mais ça le rend... Mettons que tu dis t'as pas besoin de le lire, tu sais. Dis-moi, là, mettons qu'on fait un appel à tous, là. On est à Claire Lamarche retrouve, là. C'est quoi le frisson que tu veux mettre la main dessus? C'est quoi qui te manque à ta collection? Le coffret Pension infernale, Secret de l'auberge, Flamme accusatrice, qui est un coffret, puis avec le actual coffret. Les livres, je les ai en plusieurs copies, mais le coffret, je le veux, il avait fait le coffret de la gardienne avec le 1, 2, 3, puis il avait sorti celui-là en même temps aussi qui était un coffret avec la trilogie que j'ai faite avec Chloé. Puis sur le coffret, tu vois un espèce de détective avec des yeux rouges, puis c'est écrit « À lire à vos propres risques » dessus parce que la trilogie n'avait pas de titre comme tel. Tant qu'à moi, il aurait juste écrit Coralie dessus ou quelque chose comme ça. Là. OK. Mais je l'ai pas. C'est la seule chose de frisson que j'ai pas. Alors, l'appel est lancé. Ah bon Dieu, elle est lancée depuis le début de Terreur sur le pod. Alors, l'annonce est relancée. Elle est relancée. Fait qu'on est-tu prêt à se pitcher dans la délinquante, Steph? Yes. All right. La délinquante par Marissa Morgan. Si je reste un jour de plus ici, je vais devenir folle. Elsa Prince est assise un peu à l'écart du groupe de filles qui hurlent et sifflent d'un air railleur. Elle essuie le gruau épais sur sa nuque. Elle ignore qui est l'auteur de la petite plaisanterie de ce matin, mais ça n'a pas d'importance. Le visage et le nom de ses filles ne veulent rien dire pour elle. Elsa est haïe et enviée de toutes. Elle le sait. Elle sent les ondes de haine qui émanent d'elle et emplissent l'air. Une centaine d'adolescentes délinquantes et cruelles. Endurcies, effrontées, des durs à cuire. Et maintenant, elle est des leurs. Le bruit s'intensifie.
Quand les détenus assoiffés de vengeance se mettent à frapper en cadence avec leurs cuillères sur la table en plastique laminé, Elsa se lève brusquement en renversant sa chaise qui tombe sur le sol avec fracas. Elle se précipite vers les portes battantes et se jette contre elles. Les portes s'ouvrent et Elsa court pour fuir la cacophonie des cris. Le gruau moite et pâteux colle à ses cheveux et dégouline sur sa nuque. Les semelles en caoutchouc de ses chaussures de sport heurtent le carrelage et résonnent dans le couloir des airs. Le plancher est froid et dur sur les os quand on tombe. Ou quand quelqu'un nous pousse, comme Elsa ne le sait que trop. On l'a poussée et maintenue par terre, puis battue à coups de pied tandis que des doigts cruels lui emmêlaient les cheveux. Elle a été la cible de ses co-détenus durant les derniers 6 mois. Les filles ont caché des punaises dans ses chaussures, allongé la jambe au bon moment pour la faire trébucher. Ces plaisanteries affectent énormément Elsa. Jour après jour, elle doit redoubler de vigilance comme un animal traqué. Elle en a assez. Si je reste ici un jour de plus. Elsa ouvre la porte des toilettes et se dirige vers le lavabo le plus proche. Elle regarde le miroir qui s'embue peu à peu à mesure que l'eau chaude emplit le lavabo de porcelaine. Sans scier, elle contemple son reflet hautain jusqu'à ce qu'il disparaisse. Elsa tremble. Pas de peur, mais de rage. Toute jeune déjà, Elsa Prince, enfant gâté et égoïste, semblait dominée par son caractère vicieux et méchant. À l'âge où les fillettes de son âge jouaient à la poupée, Elsa préférait faire souffrir les autres. Elle lançait des petites pierres pointues aux animaux domestiques et riait quand elles atteignaient leur cible. Elle mettait des asticots dans la boîte à lunch de ses camarades les plus timides, cachait des araignées dans leur sac à dos et posait des punaises sur leurs chaises. La moindre vengeance faisait déculper sa malveillance. Un jour, une courageuse petite fille, exaspérée par toutes ces méchancetés, osa se venger. À peine 30 minutes plus tard, la fillette quitta l'école en ambulance, la jambe cassée. Elsa était maligne, une mauvaise chute dans l'escalier et pas de témoin. Malgré tout, elle est renvoyée de l'école la journée même. Elle s'était montrée désagréable dès son jeune âge, mais elle se déchaîna après la mort de ses parents millionnaires dans un accident d'avion alors qu'elle n'avait que 12 ans. Si elle en éprouvait du chagrin, il fut vite remplacé par un profond ressentiment. Elsa n'a jamais été proche de ses parents. Pour elle, ils étaient des étrangers polis ayant bien mieux à faire que de se préoccuper de l'éducation de leur fille unique. Surtout à partir du moment où ils s'étaient aperçus que cet enfant n'était pas tout à fait normal. Les années passèrent. À 16 ans, Elsa fut prise en flagrant délit quand elle entra par effraction dans un dépanneur. Elle ne le faisait pas pour l'argent. En tant qu'unique héritière de la fortune de son père, elle pouvait se payer tout ce qu'elle désirait. Non, c'était pour plus que ça. La destruction pure et simple du dépanneur, le bruit des bouteilles qui se fracassaient et l'effondrement de toutes les étagères la faisaient planer et lui donnaient l'impression que la fureur contenue en elle s'échappait graduellement. C'est bien dommage que la propriétaire, une femme de 62 ans qui avait travaillé toute sa vie dans son petit commerce et qui habitait l'appartement au-dessus, ait entendu du bruit et soit descendue à pas de loup, chaussée de ses pantoufles roses, pour voir ce qui se passait. La dame dut être hospitalisée, terrassée par une crise cardiaque. L'audience de sa cause fut une expérience pénible et humiliante. Des rangées et des rangées de spectateurs débiles s'extasiaient presque à chaque nouvelle affaire et osaient donner leur opinion sans valeur à voix basse. Elsa esquissait une moue méprisante. Un jour, se disait-elle, je leur donnerai quelque chose à se mettre sous la dent. L'affaire fut réglée en quelques minutes seulement. Elsa était coupable. Le vieux juge ne pesa pas ses mots pour lui faire savoir exactement ce qu'il pensait d'elle. Puis, il prononça une sentence de 2 ans. Vieux con, qu'est-ce qu'il connaît à la vraie vie? Pensa Elsa. Même l'avocat de la famille, un ami de toujours de son père, lui tournait le dos, dégoûté, au tribunal pour enfants. La fortune familiale n'avait pu la sauver et ça lui était bien égal. Il referma son porte-document d'un air inflexible et partit en laissant Elsa entre les mains d'affreux gardiens en uniforme. C'était là son châtiment. La buée disparaît et Elsa regarde son reflet dans le miroir. Elle rince ses cheveux blonds.
Ses yeux bleus et froids étincellent comme des éclats de verre dans son visage pâle. Le désir de vengeance qui la brûle devrait l'effrayer. Mais il n'en est rien. De faibles rires lui parviennent de la cafétéria, bien que lointains, ils n'en sont pas pour autant moins cruels. Si je reste ici un jour de plus... Il pleut toute la journée, et le lendemain, et le surlendemain. Elsa se dresse sur la pointe des pieds et regarde par la fenêtre munie de barreaux qui se trouvent tout en haut de sa cellule. Le ciel est gris et des nuages bas menacent d'éclater au-dessus du grillage qui entoure le centre de détention. Elsa quitte sa cellule à pas feutrés. Elle ne va pas à la salle de récréation. Pourquoi chercher les ennuis? Elle a affaire à forte partie ici. Le centre foisonne littéralement de jeunes délinquantes. Elle n'a qu'à purger sa peine. Après, elle se vengera. Elle les fera tous payer. Si seulement elle peut sortir d'ici. Elle fronce les sourcils. Les clôtures s'élèvent très haut autour de l'édifice gris et toutes les fenêtres sont munies de barreaux. Sécurité maximale. Personne ne s'est jamais enfui de ce centre. C'est ici qu'on enferme celle qui représente un danger pour la société. Le psychiatre est là pour s'assurer qu'elle ne sera pas relâchée avant d'avoir prouvé que son comportement s'est amélioré de façon notable. La provocation des autres filles est d'autant plus difficile à supporter qu'Elsa sait que la moindre vengeance lui vaudra un mauvais point dans son dossier et qu'elle ne sortira peut-être jamais d'ici. Elle est assez intelligente pour reconnaître qu'elle est instable et suffisamment instable pour se le cacher. Le monde entier veut sa peau. Et 2 ans ici, c'est presque une condamnation à perpétuité. Il n'existe aucun moyen de sortir d'ici. Pense-t-elle avec amertume. Sauf les pieds devant. Elle marche sans bruit dans le long couloir où résonnent les cris des autres détenus qui jouent au billard ou au ping-pong dans la salle de récréation. Elle sait qu'elle trouvera Timothée dans le bureau du concierge. Timothée est un petit homme noir dont les cheveux clairsemés grisonnent avec l'âge. Il paraît fatigué et dégoûté de la vie. On dirait que ses yeux bruns ont vu toute la misère du monde et qu'ils sont restés indiciblement tristes. C'est le fidèle serviteur du centre et le seul qui se montre gentil avec Elsa. Elle a l'impression qu'il la comprend. Comme elle va entrer, le téléphone sonne à l'autre extrémité du bureau. D'après ce qu'elle entend, il parle avec la directrice du centre. Elsa avance de quelques pas et prête l'oreille pour mieux entendre. Sont-ils en train de convenir d'1 heure pour la visite d'un médecin? Qu'y a-t-il quelqu'un de malade? Son esprit, toujours à l'affût d'occasions dont elle peut tirer avantage, évalue déjà ses chances. Un médecin de l'extérieur qui arrive en voiture ou mieux encore en ambulance. Si c'est le cas, l'ambulance repartira avec une patiente à son bord. Elle se barre la lèvre. Non, ça semble trop facile. Quelqu'un a déjà dû essayer. Elle s'adosse au mur, hors de vue, et ferme les yeux durant un instant pour réfléchir. Il suffit de faire venir un véhicule au centre. Puis, et c'est là le plus important, d'y monter et de repartir saine et sauve. Réfléchis. Doit bien y avoir une solution, un véhicule de l'extérieur. Timothée termine son appel et raccroche. Puis, il lève les yeux vers la jeune fille blonde qui entre d'un pas nonchalant. Contrairement à ce qu'elle s'accroit, il ne l'aime pas particulièrement, mais il éprouve un chagrin incommensurable pour elle. Qu'est-ce qu'il y a, Timothée? T'as l'air préoccupé. Dit-elle d'un ton désinvolte en marchant vers lui. C'est le moins qu'on puisse dire, mademoiselle. Répond le vieil homme en se frottant le front. On dirait bien qu'il y a un virus dans l'air. 2 filles sont très malades depuis hier soir et une autre ne va pas bien depuis ce matin. C'est grave. C'est probablement un virus de la même souche que celui de la rougeole et le médecin estime que ces filles ne sont pas immunisées. Il secoue la tête, inquiet, puis ajoute. Il dit que c'est inutile de les transporter à l'hôpital. C'est trop dangereux. Elle s'ajure intérieurement. Timothée continue, ignorant tout du plan d'Elsa. Il ne croit pas qu'elles en ont pour longtemps. La directrice m'a demandé de communiquer avec l'entrepreneur de pompes funèbres s'il le faut. Il soupire profondément. Le médecin pense qu'on les perdra d'ici la fin de semaine. Il se détourne. Bon débarras. Pense Elsa méchamment.
Mais qu'il aille au diable, docteur. Je peux pas rater une chance pareille. Il doit bien y avoir une autre façon. Où seront-elles enterrées? Demande-t-elle abruptement. Si elles meurent, bien sûr. Bien! Commence le vieil homme en se grattant la tête. Il y a un cimetière à moins d'1 kilomètre d'ici, de l'autre côté des clôtures. Celles dont le corps ne sera pas réclamé par la famille seront enterrées là. Un véhicule de l'extérieur. C'est étonnant de voir comme l'esprit humain travaille vite dans les situations désespérées. Un véhicule de l'extérieur. Elsa réfléchit rapidement. Elle a eu la rougeole quand elle était enfant. Elle est sûrement immunisée contre ce virus. Les pensées se bousculent dans sa tête. C'est un risque qu'elle doit prendre. Elle lève les yeux d'un air usé. Comment va-t-elle s'y prendre? Mieux vaut y aller tout net. Timothée, Dit-elle lentement. vous savez que je suis riche, n'est-ce pas? L'homme fait oui de la tête, impassible. Elsa s'arrête. Elle court un très grand risque. Elle respire profondément pour mieux décider comment jouer son jeu. Elle parle rapidement et calmement. Quand j'aurai 18 ans, je vais hériter d'une fortune, Timothée. C'est dans un peu plus d'1 an seulement. Mais je peux pas y toucher si je reste ici. Si le psychiatre déclare qu'il n'est pas prudent de me laisser sortir, l'argent ne servira à rien. Quel terrible gaspillage. Elle s'avance vers lui. Personne ne pourra en profiter, n'est-ce pas? Il n'y a aucun autre héritier. Tout cet argent est à moi. Elle fait une pause. C'est, bien entendu, dans son intérêt d'être aimable avec le vieil homme, du moins jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle désire. Elle sourit et s'approche encore davantage de lui, puis murmure. Pense à ce qu'un homme comme toi pourrait faire avec un demi-million de dollars, Timothée. Tu pourrais t'acheter une grande maison, une superbe voiture, prendre des vacances. Tu pourrais quitter cet emploi de merde pour commencer. Prendre ta retraite et vivre un peu. Elle s'arrête pour laisser le temps aux mots de faire leur effet. Quelle sorte de vie mènes-tu, dis-moi? Tu es entouré de cinglés et je parle pas que du personnel. Elle pouffe de rire. Songe à ce que cet argent pourrait t'apporter. C'est plus d'argent que toi ou n'importe qui dans ce trou n'en aura jamais vu au cours de sa vie. Elsa esquisse un sourire. Et tout ce que tu as à faire, c'est de faire preuve d'un peu de charité humaine. Elle scrute le visage de Timothée pour tenter de lire dans ses pensées. Mais le regard de l'homme est impénétrable. Il la regarde d'un air placide, silencieux. Elle sent qu'elle va perdre le peu de sang-froid qu'il lui reste. Eh bien, dis quelque chose, vieil imbécile! Siffle-t-elle. Je t'offre une fortune et tu ne me remercies même pas. Qu'est-ce qu'il y a? Un demi-million de dollars, c'est pas assez pour toi? Demande-t-elle avec mépris. Le visage noir et calme de l'homme est comme un masque. Tu ne crois pas que je vaux tout cet argent? Timothée la contemple durant un moment. Je sais très bien combien tu vaux, Répond-il avec calme et dignité. mais l'argent ne m'intéresse pas. Elsa demeure bouche bée. Qu'est-il donc? Une sorte d'évangéliste? Elle a raté son coup. Il va raconter au psychiatre qu'elle lui a offert un pot de vin et elle sera punie. Pire encore, une telle offense va lui valoir quelques mois de détention de plus. Quelle idée stupide. Elle fait une dernière tentative. Si je ne sors pas d'ici bientôt, Dit-elle d'une voix étrangement calme en s'efforçant de se maîtriser. je me tuerai. Ah, elle sort. C'est pas des... Caroline, Ok. ça là, ça c'est non. Ça, c'est non. Ça, c'est Ben, non. tu sais, si c'est vrai, c'est une bonne chose que tu le dises, mais si c'est pas vrai, on va le préciser parce qu'elle le dit pas, là, mais... OK. Elsa pivote sur ses talons et court dans le couloir, puis regarde des deux côtés avant de se diriger vers l'escalier. Elle se déplace rapidement, trop rapidement. Elle ne voit pas le fil tendu dans le haut de l'escalier. Le fil s'enfonce profondément dans la chair tendre de sa cheville et reste accroché à la languette de ses chaussures de sport. Elsa est projetée dans l'escalier vers le mur blanc et brillant au bas des marches. Elle lève les bras pour se protéger le visage et atterrit en se cognant le dos contre la dernière marche. Elle a du mal à respirer. La douleur est telle qu'elle en a la nausée. Elle entend des ricanements et des pas qui résonnent plus bas dans l'escalier. Elle roule péniblement sur le côté et tente de s'asseoir en cherchant l'oxygène dans ses poumons en feu. La terreur s'empare d'elle lorsqu'elle entend des pas qui viennent d'en haut et qui descendent vers elle. Les pas s'arrêtent et elle essaie de s'éloigner. Elle n'est pas en mesure de riposter.
Elle s'immobilise en reconnaissant la voix paisible de Timothée. Je vais t'aider, Elsa, mais pas pour l'argent. Elle se retourne stupéfaite d'avoir entendu son nom. Il y a très longtemps que quelqu'un l'a appelée par son prénom et d'un ton aimable, en plus. Elle lève des yeux inquiets vers le vieil homme. Je ne sais pas ce qui te ronge. Continue-t-il lentement. Et toute cette colère que tu portes en toi, c'est beaucoup trop pour une seule personne. Ça te détruira. Je vais t'aider. Mais seulement parce que je crois que ce serait encore plus cruel de ne pas le faire. Je ne veux pas avoir ça sur la conscience. Il l'aide à se relever et lui tend un mouchoir en papier pour qu'elle essuie ses larmes. Elsa le dévisage sans comprendre pendant quelques secondes. Puis elle sourit, rayonnante. Les lumières du centre de détention sont éteintes depuis 1 heure. Dans les cellules verrouillées, on n'entend que les ronronnements réguliers des détenus. Parfois, l'une d'elles gémit, prise au piège dans un cauchemar encore pire que la réalité du jour. Non. Maintenant, on va essayer de pas ronfler, OK? Elsa ne dort pas. Étendue, elle prête l'oreille. Elle tient dans le creux de sa main une clé que lui a donnée Timothée la semaine précédente. Le métal froid s'enfonce dans sa chair tandis qu'elle est couchée, mais elle ne ressent aucune douleur. Les idées se bousculent dans sa tête. Le vieux cinglé lui a raconté des tas de sornettes à propos du repos des âmes. Si elle avait su qu'il avait tout d'un prédicateur, elle ne lui aurait jamais demandé de lui venir en aide. Elle sourit dans l'obscurité. Qu'est-ce qu'elle raconte là? Ce sont les croyances religieuses de Timothée qui ont tout rendu possible. Il a l'impression de la sauver d'elle-même, le vieux con. C'est presque trop beau pour être vrai. Elle a dû supporter ses radotages pendant toute la semaine. Elle glousse. Le vieil imbécile n'est vraiment pas futé. Mais qu'importe, bientôt, elle sera libre. Elle quitte son lit de métal et marche vers la porte à pas de loup. La clé grince un peu dans la serrure, même si celle-ci a été huilée récemment. Elsa attend un court instant. Rien. Elle ouvre doucement la porte et s'engage dans le couloir sombre. Ses chaussures à semelles de caoutchouc ne font aucun bruit tandis qu'elle se dirige vers l'infirmerie. La pièce obscure lui paraît aussi vaste qu'une caverne lorsqu'elle se faufile vers 2 formes sombres sur la table. Durant un instant seulement, la lune surgit derrière un nuage et ses rayons filtrent à travers les fenêtres. 2 cercueils identiques sont posés côte à côte sur la table et brillent d'une lueur sinistre au clair de lune. Leur couvercle est fermé, mais non scellé. Elsa se hisse sur la table au moment même où la lune disparaît. C'est la noirceur totale. Elle tâte le couvercle et sourit en l'ouvrant. Elle touche sans voir le corps de sa co-détenue avant de se glisser dans le cercueil. Comme Timothée l'en a assuré après avoir vérifié les dimensions du cercueil, celui-ci est assez grand pour 2. Elsa est à l'étroit, bien sûr, mais ça ira pour la prochaine heure. Elle s'allonge et attend. Elle n'a pas à patienter longtemps. 15 minutes plus tard, comme elle l'a prévu, 4 employés des pompes funèbres viennent chercher les cercueils. Quand Elsa a demandé à Timothée pourquoi cela devait se passer la nuit, il lui a expliqué que le centre de détention embarrasse beaucoup la ville. La valeur des propriétés a chuté durant la construction du centre et les gens du quartier ne veulent plus en entendre parler. S'ils découvraient qu'un virus fait des ravages à l'intérieur de ces murs, cela ameuterait toute la ville. Les élus ont donc jugé qu'il valait mieux agir discrètement. Ironiquement, c'est cette décision qui a rendu possible le plan d'Elsa. N'ayant souffert d'aucun symptôme de la maladie, Elsa a conclu qu'elle est sûrement immunisée. Cela lui donne l'impression satisfaisante d'être supérieure aux autres. Elsa écoute les hommes parler des résultats de hockey et de la nouvelle serveuse au bar de la rue Choquette. L'un d'eux raconte qu'il s'est disputé avec son épouse après être rentré ivre la nuit précédente. Elsa est prise d'un fou rire. Ces minables n'ont aucune idée de ce qu'est la vraie vie, celle qu'elle mènera quand elle sera libre. Elle reste étendue, immobile, pendant que les hommes resserrent les vis dans le couvercle. Ils soulèvent le cercueil et sortent du centre. Quelques minutes plus tard, Elsa ressent une violente secousse lorsque le cercueil atterrit sur une surface dure, probablement le plancher d'une fourgonnette. Elle sait qu'il est peu probable que les élus acceptent de payer pour l'utilisation d'un corbillard. Elle perçoit nettement un bruit de moteur. Puis le véhicule démarre et roule sur un chemin de gravier avant de s'engager sur une route pavée. Au bout de quelques minutes, la route redevient chaoteuse.
Et finalement, l'engin s'immobilise. Les voix des hommes se rapprochent et les portes de la fourgonnette s'ouvrent brusquement. Elsa se sent soulevée de nouveau et portée pendant une trentaine de secondes. Puis, c'est une longue chute. Elsa ouvre grand les yeux et voit 36 chandelles. Ces idiots ne se sont même pas donné la peine d'utiliser une corde. Le cercueil a été jeté dans la fosse comme une tonne de briques. Elle jure intérieurement et reprend une respiration normale. Elle va bientôt sortir, alors ça n'a pas beaucoup d'importance. Un bruit sourd, puis un autre la font paniquer durant une fraction de seconde, jusqu'à ce qu'elle se rappelle que les hommes doivent remplir la fosse. Cela fait partie du plan. Timothée le sait et en a assuré Elsa qu'il viendrait la déterrer moins de 10 minutes après le départ des hommes. Elsa rit nerveusement. Si elle ne fait pas attention, elle va perdre la tête. Elle s'efforce plutôt de penser à toutes les choses qu'elle va faire quand elle sera libre. Tout d'abord, elle prendra un bain chaud, parfumé aux huiles essentielles pour se débarrasser de la puanteur du centre qui lui colle à la peau. Elle ira ensuite s'acheter des vêtements convenables et dira adieu aux affreux uniformes gris que le gouvernement distribue au compte-gouttes. Et la nourriture, elle se régalera de nouveau. Fini l'espèce de bouillie qu'on sert au centre. De plus, elle rendra la monnaie de leurs pièces à ceux qui l'ont fait souffrir, et à quelques autres aussi, rien que pour faire bonne mesure. Toutes les filles du centre subiront sa colère. La vengeance sera enivrante. Elle sourit dans le noir en songeant à sa nouvelle vie. Elsa ne sait pas exactement comment elle va s'y prendre pour concrétiser ses rêves. Sa priorité est de sortir et de quitter cet endroit lugubre. Après, eh bien, elle réglera les problèmes à mesure qu'ils se présenteront. Elle laisse ses pensées vagabonder. Bientôt, il n'y a plus aucun bruit, seulement le silence, profond et lourd. Elsa demeure calmement allongée, attendant le moment où le bruit d'une pelle sur le couvercle du cercueil lui indiquera que Timothée est là. Les minutes passent. Le tissu soyeux contre sa joue lui donne une étrange sensation de froid. C'est lorsqu'elle place ses mains contre le couvercle qu'Elsa se rend compte à quel point il est proche de son visage. Elle dispose de très peu d'espace. Heureusement que je ne suis pas claustrophobe, pense-t-elle. Quelques minutes s'écoulent encore. Toujours rien. Elle s'affonce les sourcils, soucieuse. Le silence commence à lui taper sur les nerfs. Toujours rien. Elle se ronge un ongle. Le doute commence à l'envahir. Timothée aurait-il pu jouer au plus malin avec elle? Encore quelques minutes. Silence. Elsa n'entend que le bruit de plus en plus fort de sa respiration. Ah, ne sois pas stupide, se dit-elle. Ce n'est que ton imagination. Elle tend l'oreille. Manifestement, sa respiration devient de plus en plus bruyante. Puis, l'idée lui vient tout à coup qu'elle ne respire pas plus fort, mais plutôt avec difficulté. L'oxygène commence à se raréfier. Il fait de plus en plus chaud dans le cercueil. Ne panique pas, pense-t-elle. Reste calme, sera là d'une minute à l'autre. Elle prête l'oreille dans l'espoir d'entendre un son qui annonce sa libération, mais en vain. La panique s'est maintenant emparée d'Elsa, qui se met à souffler plus rapidement en fulminant intérieurement. S'il m'a laissé tomber exprès, il me le paiera. Pour qui il se prend? Ça l'amuse de faire ça? Comment ose-t-il? Il me le paiera, il le regrettera amèrement. Elsa crache des menaces, toutes plus cruelles les unes que les autres. Elle a du mal à respirer. Sa colère éclate et elle se met à parler tout haut, pestant contre tout. Elle cherche à tâtons la boîte d'allumettes que lui a donnée Timothée la semaine dernière. Timothée lui a préparé une trousse de survie qui contient aussi une pelote de ficelle et de l'argent à petites coupures. Des choses dont elle pourrait avoir besoin immédiatement après son évasion. Une trousse de survie. Ne me fais pas rire. Une pelote me sera sûrement utile ici, n'est-ce pas? Rugit Elsa. Elle interrompt ses récriminations pendant un instant et écoute le silence une fois de plus. Puis elle gratte une allumette. Il doit bien y avoir une façon de sortir d'ici, pense-t-elle. L'odeur du soufre lui pique les narines tandis que la flamme consume le précieux oxygène avec avidité. Elsa cligne des yeux dans la lumière soudaine et détourne légèrement la tête vers le corps tout près d'elle.
La flamme vacillante éclaire les traits cireux et figés du cadavre, le visage sombre et les cheveux gris clairsemés. Elsa pousse un cri.